Bien, avant d'ouvrir officiellement cette séance publique ici à Fleury, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à son organisation. Bien sûr, remercier la mairie de Fleury, tous ses services. Remercier tous ceux qui sont dans la salle, les maires du territoire, les responsables de nos collèges, les sapeurs-pompiers. J'ai vu nos amis gendarmes aussi qui étaient là. Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Vous serez bien sûr invités. Je vous invite à être patient et de rester jusqu'au bout. Remercier aussi la presse dont on attendra demain le résultat de nos débats à travers leurs propos. Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Peut-être aussi, je vais peut-être inviter mes deux collègues du canton s'ils veulent aussi rajouter quelque chose en propos liminaire sur cette... Enfin, vous êtes un peu chez vous, monsieur le conseiller départemental. Alors, monsieur le maire, merci en tout cas de nous recevoir. On aura une partie plus personnelle tout à l'heure, mais voilà. On verra ça en son temps. Merci, monsieur le président. Donc, monsieur le président, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, donc les forces de gendarmerie, messieurs les sapeurs-pompiers. Donc, je vous souhaite au nom du conseil municipal de Fleury et de l'ensemble des Fleuryatons la bienvenue dans notre village. Je voudrais remercier monsieur le président d'avoir choisi notre commune pour accueillir les travaux de votre séance publique. C'est un très grand honneur que vous nous faites de venir au cœur des crues du Beaujolais. Donc Fleury, c'est une commune de 1300 habitants avec une croissance démographique modérée, malgré une pression foncière très forte. Et cette croissance démographique modérée, elle est voulue depuis très longtemps par les élus des différents conseils municipaux pour préserver nos espaces viticoles et préserver nos paysages. Sur la commune de Fleury est produit en exclusivité et en totalité l'AOC Fleury, qui est un vin que vous aurez le plaisir de déguster tout à l'heure, fruité, élégant, au tanin raffiné, qui est un vin que l'on dit féminin, qui est extrêmement exporté, très présent en Angleterre, très présent en Europe du Nord et de plus en plus aux États-Unis. Nous sommes ici au cœur des crues du Beaujolais, qui, à mon sens, sont les vins de l'avenir, parce qu'ils plaisent aux jeunes, ils sont fruités, goulayants, et ils sont d'un rapport qualité-prix exceptionnel. Le Beaujolais, monsieur le président, a été un grand vignoble, est un grand vignoble et sera un grand vignoble. Et un grand vignoble, il y a toujours une politique touristique forte qui est adossée à ce vignoble. Et c'est la raison pour laquelle à Fleury, depuis très longtemps, les élus ont investi dans cette économie touristique avec la création d'un camping il y a maintenant presque 40 ans, 4 étoiles, avec 100 emplacements, 80% d'étrangers, 20 000 visiteurs par an, et ce camping verra sa capacité doubler dans les années qui viennent. Un office du tourisme qui est le plus visité de la région depuis cette année, avec énormément d'étrangers. Nous avons 4 restaurants, une auberge, tous les commerces qui sont restés ouverts tout cet été, ce qui est également fondamental, une cave coopérative et puis une maison du cru à laquelle je tiens particulièrement, car c'est le seul caveau du Beaujolais où tous les jours, toute l'année, il y a un viticulteur qui vous reçoit. Il n'y a pas de salarié, c'est le viticulteur, le vigneron qui vous reçoit lui-même à la maison du cru qui est sur la route départementale. Voilà ce qu'est notre village, mesdames et messieurs. Ici, nous sommes donc dans le canton de Belleville. Vous avez les 2 conseillers départementaux qui sont à vos côtés, mais qui sont très bien suppléés, puisque Madame le maire d'Audenat est suppléée par Nadine Baudet, opticienne à Beaujeu, ce qui permet à Evelyne d'affiner sa vision des choses. Et puis le docteur Fialer est suppléé par le vétérinaire de Fleury, ce qui lui permet aussi de perfectionner son diagnostic. Voilà.
J'ai eu la chance de siéger parmi vous pendant 11 ans, de 2004 à 2015. J'ai passé de très belles années. Je serai peut-être à vie le dernier conseiller général du canton de Beaujeu, puisque ce canton a été absorbé en 2015. Je sais que le maire de Beaujeu, Sylvain, capitale historique du Beaujolais, tenait beaucoup à ce canton de Beaujeu, mais la vie est ainsi faite. Donc pour le moment, je suis remplaçant au bord du terrain. Peut-être qu'un jour, je rentrerai à nouveau en jeu, qui sait. Comme vous le savez, je suis au bord des terrains, mais des terrains de rugby, puisque j'ai la chance d'être président du club de rugby du Villefranche, le plus grand club du Rhône en termes de rugby. Et c'est aussi un moyen extraordinaire de faire la promotion de notre magnifique territoire. Merci à vous et très bons travaux. Merci, monsieur le maire. On a noté que toute la promotion du Beaujolais que vous avez fait, il faudra l'accompagner de mesures, je dirais avec modération en termes de boissons, qu'on n'ait pas quelques soucis en sortant ici avec nos amis qui sont au fond de la salle. Et on a noté aussi tous que vous étiez en réserve de la République, et donc on vous souhaite dans cette réserve de passer peut-être un jour de la réserve, c'est le militaire qui vous parle, à l'actif. Bien. Je suis le conseiller départemental du canton, maire de Belleville. On va partager peut-être la présentation de notre territoire avec Évelyne Geoffrey. Vous dire que si le maire de Fleury a dit que c'était un honneur de recevoir le conseil départemental, je pense pour que les conseillers départementaux, c'est un plaisir aussi de venir déguster, en particulier du Fleury. Et que, effectivement, longtemps, il y avait une longue tradition pour que le maire de Fleury soit aussi le conseiller général à l'époque du canton et vétérinaire. Et puis longtemps, d'ailleurs, Léon Daudet disait qu'en politique, on trouve des avocats sans cause, des médecins sans patients et des vétérinaires dont même les animaux se méfient. En tout cas, le canton, vous êtes dans le plus beau canton du département, qui est situé au nord-est de notre territoire, avec des frontières avec le département de l'Ain et avec la Saône-et-Loire, c'est-à-dire la région Bourgogne. Nous sommes 29 communes, toutes à l'intérieur de la même communauté de communes. Même pendant longtemps, on a formé exactement la communauté de communes Saône-Beaujolais, mais qui s'est agrandie dernièrement avec l'ex-communauté de communes du Haut-Beaujolais du canton de Thizy-les-Bourgs et la commune de Saint-Georges-de-Renins du canton de Glazé qui nous a rejoints. Donc on est un territoire nord, traversé par des infrastructures du département, l'ex-nationale 6 qui est maintenant la départementale 306 et puis la route départementale 37 qui va de Belleville aux Écharmeaux et qui est un des rares grands axes est-ouest du département. Je rappelle que notre territoire souffre un peu de manque de grandes traversées et c'est une voie qui dessert d'ailleurs les cantons de Thizy-les-Bourgs et l'ouest du département. On a la chance d'avoir un territoire assez mixte avec la vallée de la Saône et des infrastructures, autoroutes, voies ferrées Paris-Lyon-Marseille et je l'ai dit, l'ex-nationale 6. Et puis ensuite les coteaux du Beaujolais. Bon, Évelyne parle mieux que moi. Et puis même une partie du Beaujolais vert qui fait partie aussi de notre canton. On a la chance de connaître actuellement, grâce d'ailleurs aux investissements du département, un fort développement démographique, même un des plus forts du département, et économique, avec le Libertech, le parc d'activités qu'on visitera, je crois, cet après-midi, de 175 hectares, et où actuellement on a par exemple la construction d'une entreprise qui va offrir 520 emplois dans les 2 ans qui viennent. Donc c'est dire que on est un territoire dynamique, on bénéficie de la renommée du Beaujolais, mais ça ne doit pas cacher aussi toute une activité industrielle, économique qui est assez florissante sur notre territoire. 3 collèges, un public, un à Belleville, un à Beaujeu, un à Villiers-Morgon et un collège privé à Saint-Jean-d'Ardière depuis 2 ans sur notre territoire. Voilà pour les grandes lignes. Que je pense que la meilleure façon de découvrir notre canton, c'est de vous promener, de prendre la route des vins et de redescendre jusqu'à Belleville. Madame, je vous en prie.
Chers collègues, mesdames, messieurs, tout d'abord, je pense que je vais demander à ma remplaçante, Nadine Baudet, de venir à côté de nous 2 secondes. Je vais pas. Voilà, si elle veut bien, merci. Non. Donc juste 2 mots. En fait, Bernard a très bien parlé géopolitique et l'emplacement et les valeurs de notre canton, effectivement. Simplement, effectivement, nous avons déjà, merci Monsieur le maire, de nous accueillir dans ce beau territoire de Fleury. Tout à l'heure, on m'a fait remarquer que j'étais sorti de la côte de Brouilly. J'ai dit oui, nous sommes montés dans la hiérarchie. Donc nous sommes à Fleury. Beau cru. Nous avons la chance sur le canton d'avoir 9 crus sur 10. On a laissé Saint-Amour, orphelin en Saône-et-Loire. Mais sinon, effectivement, c'est un canton de richesse et de qualité pour les paysages. Et nous avons tenté, les services avec surtout le syndicat mixte, on a beaucoup travaillé sur l'agrément de la charte de Fontevraud et de Géoparc. Je pense que c'est important de reconnaître la qualité de nos territoires et d'y travailler. Et je pense que le département est très attentif à ça aussi. Et, notre agriculture, nous, elle est surtout viticole. On a une frange verte aussi sur le haut, mais c'est un très beau canton. Alors au niveau du social, il y a bien entendu un gros travail du département, une présence très importante de la PMI notamment. Et pour la petite enfance, on a aussi un travail très important avec la PMI pour ouvrir des structures pour les gardes des petits-enfants. Voilà. Je ne vais pas vous mobiliser pour un grand discours. Et je suis ravi, on est ravis avec Bernard de vous accueillir sur notre canton. Merci, chers collègues. En effet, on a choisi le canton de Belleville pour une réunion décentralisée. On tient à faire les 13 cantons dans cette mandature. Donc, on est cette année à 2 séances. Si on veut faire les 13 cantons sur la mandature. Le canton de Belleville est un canton, je dirais, intéressant, qui jouxte l'un et la Saône-et-Loire, je dirais l'un et l'autre presque, et qui a vraiment un enjeu économique aujourd'hui extrêmement important, avec la zone de Libertech dans laquelle on sera tout à l'heure. Il n'y a pas que le Beaujolais ici, c'est ce qu'il faut aussi faire comprendre parfois sur d'autres territoires plus éloignés, ce Beaujolais qui peut être rouge et qui peut être vert aussi, mais il y a aussi un enjeu économique, avec un réseau routier structurant, autoroute nationale. Il y a aussi la Saône, qui est aujourd'hui quelque chose qu'il faut développer d'une façon économique et pour le tourisme, mais aussi pour la batellerie. C'est un canton que je connais un peu, parce que s'il n'y avait pas eu ce canton, je ne serais peut-être pas là devant vous, parce que c'est là où j'ai eu mon premier mandat électoral, à Belleville, dans une autre vie, avec la mère de Bernard Fialer. Donc ça ne me rajeunit pas. Voilà. En tout cas, merci. On a démarré cette séance publique. Nous en avons fini avec l'introduction. Je vais laisser la parole au Benjamin pour faire l'appel. Madame Christiane Agara, Madame Pascal Bay, Madame Muriel Blanc, Monsieur Jean-Jacques Brun, Monsieur Richard Chermette a donné pouvoir à Madame Maccaron, Madame Colette Darphin, Monsieur Antoine Dupéret, Madame Sylvie Épinat, Monsieur Bernard Fialer, Monsieur Didier Fournel, Madame Evelyne Geoffray, Madame Claude Goy, Madame Christiane Guicher, Président. Annick Guinaud est excusée et a donné pouvoir à Madame Darphin, Monsieur Daniel Julien, Madame Christiane Jury, Madame Sheila Maccaron, Monsieur Bruno Péléchon est excusé et a donné pouvoir au Président, Monsieur Daniel Pommeret, Madame Martine Publier, Monsieur Thomas Ravier, Madame Mireille Simian, Monsieur Michel Thien et Monsieur Daniel Valero. Merci. Je déclare donc la séance ouverte, le quorum étant atteint. Chers collègues, mesdames et messieurs, nous avons appris cet été le décès de 2 anciens collègues, conseillers généraux, celui de Tony Bertrand, survenu le 29 juin, qui représentait le 12e canton de Lyon, du 1er octobre 1967 à mars 1979, au sein de notre Assemblée. Et puis le 11 juillet, celui de Gabriel Caillet, élu du 3e canton de Lyon, d'avril 1994 à décembre 1995, et un second mandat de 1998 à mars 2004. Je vais demander à Daniel Pommeret, qui a connu peut-être plus que d'autres Tony Bertrand, de faire son éloge funèbre.
Merci Monsieur le Président. Je vous demande l'autorisation pour des raisons de sonorisation de rester assis, même si c'est un éloge funèbre. Monsieur le Président, chers collègues, le 29 juin dernier, notre territoire a perdu Tony Bertrand à l'âge de 105 ans. Tony Bertrand est sans conteste une des grandes figures du sport de notre temps pour le département du Rhône, dont il a été l'élu de 1967 à 1979, mais aussi et surtout pour la ville de Lyon. C'est donc une page de plus d'un siècle qui se tourne, mais son histoire ne s'arrêtera pas à la date du 29 juin. Sa mémoire demeurera tant il a œuvré pour le développement de la pratique sportive, le rayonnement de la ville de Lyon et du département du Rhône. Il a façonné la politique sportive de tout un territoire et même bien au-delà. Tony Bertrand a été avant tout un sportif. Né en 1912 dans le 3e arrondissement de Lyon, il débute sa carrière sportive en 1921 au patronage de l'église de la Guillotière en pratiquant les échasses et le basket-ball. Il continue ensuite au sein du Loup, le Lyon olympique universitaire, et se lance dans l'athlétisme. Excellent dans de nombreuses disciplines, il remporte le championnat olympique de la Fédération de gymnastique et sportive des patronages de France en 1937, en 1938 et en 1939. La guerre met un frein à son ascension en tant qu'athlète de haut niveau. Cependant, il n'hésite pas sous l'occupation à rejoindre le réseau Sport Libre. En 1944, avec l'aide de son ami Tola Vologe, autre grande figure de notre territoire, il organise un meeting national au stade des Iris. Son ami ne verra jamais la fin de la guerre. Tola Vologe, dénoncé, est enfermé dans un baraquement juif au fort de Montluc, puis exécuté par les Allemands. À la Libération, il devient inspecteur de la jeunesse et des sports. Puis après une rencontre avec Louis Pradel, il entre au conseil municipal de Lyon en tant que délégué au sport. Il crée l'Office municipal des sports qu'il préside de 1959 à 1972. Élu du Conseil général du Rhône en 1967, il est ensuite vice-président en charge des sports de 1976 à 1979. En tant que conseiller général, il fait voter la première subvention au comité départemental des sports en 1968. Il conçoit également un plan simple de terrain de sport susceptible d'être implanté dans toutes les communes du département. Il transforme également le stade du Parc de Parilly pour en faire le premier stade d'athlétisme de la région. Enfin, il met en place le jumelage du département avec la province de Liège en 1976. Pour Lyon, les années 60 sont celles de ses plus grandes réalisations. Le Palais des Sports de Gerland en 1962. La piste de ski artificielle de la Sarraz en 1964. Les patinoires Charlemagne et Baraban en 1969. Et aussi les piscines de Vèze et du Rhône. Autant d'infrastructures qui aujourd'hui encore, à l'exception de la piste de la Sarraz, font le bonheur des Lyonnais. La ville de Lyon lui a d'ailleurs rendu un bel hommage de son vivant en rebaptisant de son nom la piscine du Rhône en 2015. Tony Bertrand n'a eu qu'un regret dans sa vie, celui de ne pas avoir pu offrir à notre territoire les Jeux Olympiques de 1968. Il est en effet l'homme qui a porté cette candidature à bout de bras aux côtés de Louis Pradel. La victoire de Grenoble pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver la même année a sans doute fait pencher le comité olympique en faveur d'une candidature d'un autre continent, Mexico. L'histoire de Tony Bertrand ne se limite pas aux frontières du département du Rhône. Sur le plan national, il porte les couleurs tricolores comme entraîneur de l'équipe de France d'athlétisme aux Jeux Olympiques. À Londres en 1948, Helsinki en 1952, Melbourne en 1956. Durant ces Jeux, il participe à la récolte de 10 médailles, dont 3 en or. Il est également un de ceux qui ont façonné le visage du sport français d'aujourd'hui. Puisque directeur de l'École nationale du ski et d'alpinisme, il participe à la mise en place des conseillers techniques régionaux sous la volonté du général de Gaulle. Homme de confiance de Maurice Herzog, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport jusqu'en 1966, il assure la bonne organisation des Jeux méditerranéens de 1959, des Jeux de l'amitié d'Abidjan en 1961, de Dakar en 1963 et des Jeux du Pacifique Sud à Nouméa en 1966. Officier de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre du Mérite, commandeur des Palmes académiques, mais aussi grand serviteur du sport français,
titre proclamé en 2009 par l'Académie nationale olympique française. Toutes ces distinctions reflètent la haute stature de cet homme qui s'est mis au service du développement de la pratique sportive durant toute son existence. Ses amis de l'Amicale d'entraide des conseillers et anciens conseillers généraux du Rhône, association qu'il a présidée de 1991 à 2009, le décrivent comme une personne profondément humaniste et humble, à la droiture hors norme. En septembre 2012, notre département a tenu à lui rendre hommage pour son 100e anniversaire, en baptisant la tribune du Stade de Paris de son nom. Il déclare ce jour-là « Le sport est toute ma vie et ça le restera jusqu'à ma mort ». Légende vivante du sport français à la vie remarquable, il manquera énormément à toutes les personnes, politiques, journalistes, sportives, qui venaient écouter son histoire, comme nous l'avons fait, ou obtenir quelques précieux conseils. Tous les conseillers généraux puis départementaux qui ont eu l'honneur de le côtoyer lui ont tous demandé son secret de longévité. Et chacun a pu avoir une réponse personnelle. Aujourd'hui, nos pensées sont pour lui, sa famille, ses proches et tous ces hommes et ces femmes qu'il a su inspirer. Notre institution peut être fière d'avoir eu dans ses murs une personne de cette stature, un prédécesseur aux élus que nous sommes aujourd'hui, qui a servi les autres avec détermination, sagesse et noblesse d'âme. Merci, Monsieur Tony Bertrand. Merci, Monsieur Pommeret. Je vais laisser la parole à Michel Thiens pour l'hommage à Gabriel Caillet. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux et chers collègues, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de président de groupe LR Divers Droite et Apparentés et en son nom, je prends la parole pour rendre un hommage à notre collègue Gabriel Caillet, plus connu sous le nom de Gabi Caillet, qui est décédé le 11 juillet dernier à l'âge de 83 ans. L'hommage que nous souhaitons lui rendre souligne sa singularité et s'attache au souvenir qu'il a laissé en sa qualité d'élu local et de conseiller général. Gabi Caillet est né le 7 novembre 1934 à Saint-Loup. Il est le père de 2 enfants. Habitant depuis son enfance sur la colline qui travaille, il a débuté sa vie active comme artisan en mécanique générale. Gabi Caillet est connu et populaire pour son talent artistique et pour ses fonctions en politique. D'ailleurs, la presse a annoncé sa disparition en titrant « Adieu à Gabi Caillet, ancien maire du 4e arrondissement ». Sa profession et sa passion ne le prédisposaient pas d'emblée à la politique. En 1983, Michel Noir, candidat à la mairie de Lyon, le propulse à la tête de liste dans le 4e arrondissement. Le maire de Lyon était venu remettre la médaille du travail à 2 de ses employés de son entreprise de mécanique générale. Voyant que Gabi Caillet connaissait beaucoup de monde à la Croix-Rousse, grâce notamment à son activité professionnelle, mais aussi à son passe-temps favori auprès des sociétés chansonnières, Michel Noir lui a aussi demandé de conduire une liste dans le 4e arrondissement. Sans connaître le métier de maire, sans même avoir été conseiller municipal, Gabi Caillet devient maire. Au début, il s'appuie beaucoup sur les fonctionnaires compétents. Il s'est rapidement investi dans ses nouvelles fonctions qu'il a beaucoup appréciées. Cela a duré 18 années. Gabi Caillet sera élu maire jusqu'en 2001, avec entre-temps des réélections en 1989 et en 1995. Sachant apprécier les bonnes choses de la vie, toujours présent, toujours disponible et toujours de bonne humeur, Gabi Caillet sera le fondateur en juin 1986 de ce qui deviendra une véritable institution lyonnaise, la République des Canuts, association loi 1901, dont l'une des activités emblématiques est les vendanges de la vigne au parc de la Cerisay. Élu de proximité, Gabi Caillet a été tout autant dans ses fonctions de maire que dans celle de conseiller général du 4e canton de Lyon, de 1998 à 2004. D'aucuns diront qu'il aimait la politique au sens noble du terme. Au Conseil général, il a été président de la commission Aménagement du territoire, Environnement et Tourisme de 2001 à 2003. Parmi ces initiatives dans ces domaines, on peut citer celles qui nous parlent encore aujourd'hui. La protection des espaces naturels sensibles, les sentiers de randonnée et les aménagements du parc du Mérimée-Jonage. En avril 2003, il est nommé vice-président en charge des bâtiments administratifs départementaux. Je voudrais citer la journaliste Janine Paloulian qui prend un fil pour résumer la carrière de Gabi Caillet. La colline des Tisseurs l'a aimé comme maire,
lui qui avait toujours tissé son parcours comme une chaîne d'amitié sur la trame d'un formidable appétit de vivre. Avec un tel parcours, Gaby Caillet a été plusieurs fois distingué. Chevalier dans l'ordre des palmes académiques, médaillé de bronze de la jeunesse et des sports, chevalier de la Légion d'honneur en septembre 2006. Cette distinction lui a été remise à l'hôtel du département. Nous présentons à son épouse Janine et à sa famille nos plus sincères condoléances. Je vous remercie. Je vous invite, chers collègues, à observer une minute de silence. Je vous remercie. Bien, chers collègues, nous allons procéder à l'examen des rapports. Examen des rapports sur la tablette 1.1, examen des rapports de la commission éducation et tourisme de Madame Bay. Et c'est Madame Guichert qui nous présente le premier éducation, dotation de fonctionnement pour l'exercice 2019. Merci Président, chers collègues. En effet, ce rapport a une incidence financière qui s'élève à 7 795 788 €. Il concerne plus précisément les dotations de fonctionnement de collèges. Cette dotation sert à financer toutes les charges de fonctionnement des établissements, hors achat manuel scolaire. Il est important de le préciser, et hors aussi les licences numériques, pédagogiques, et idem pour ce qui concerne les voyages. Donc le montant total des dotations de fonctionnement pour 2019 s'élève à 3 098 705 €, ce qui représente une hausse de 0,93% par rapport à l'année précédente, due essentiellement à l'augmentation des effectifs. Nous sommes aussi concernés par les dotations de fonctionnement des collèges privés, donc les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privé, concernant bien évidemment le second degré. Donc ce rapport prend en compte le forfait d'externat avec la part matérielle pour 2019 à hauteur de 1 539 170 € et le forfait d'externat pour la part personnelle pour 3 32 408 €. Nous sommes aussi concernés par les subventions pour l'organisation d'actions éducatives qui correspondent au transport pédagogique, culturel et éducatif, et entre autres l'organisation de projets à caractère éducatif, soit 4,21 € par élève, qui représente 125 505 € pour cette année scolaire. Nous avons aussi l'organisation comptable de la demi-pension pour les collèges en régie. C'est un dispositif qui permet une meilleure connaissance des coûts de revient des collèges et la prise en compte des contraintes financières spécifiques des établissements. Il est donc proposé de reconduire la fixation des fourchettes suivantes avec le coût de revient total du repas qui doit être inférieur ou égal à 2,90 €. Vous avez le détail. Je vous remercie, Madame la Vice-Présidente. S'il n'y a pas de demande de parole, je mets le rapport au vote. Qui s'abstient? Qui est-ce qui vote contre? Il est adopté l'unité. Je vous en remercie. Madame la Vice-Présidente, vous avez toujours la parole sur le rapport 1-2, voyage de mémoire. Donc en effet, ce rapport concerne le voyage à Auschwitz, donc avec la reconduction de ce voyage qui se fera les 12 et 13 mars. Je peux me tromper d'un jour, mais je crois que c'est ça. Nous sommes donc en partenariat comme l'année précédente avec la métropole de Lyon et ce rapport porte sur un montant de 63
euros répartis sur 2 exercices, soit 2019 et 2020. Il est important de préciser le nombre de participants. Donc 40 collégiens pour le Rhône et 90 collégiens pour la métropole, à savoir une prise en charge de 70% pour la métropole et 30% pour le département. Nous solliciterons aussi chacun à notre niveau, et la métropole et le département, une subvention auprès de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et le montant pourrait s'élever à 5 500 € pour chaque voyage. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport au vote, aux voix. Il est adopté. Je vous en remercie. Toujours vous, Madame la Vice-présidente, le 1-3, Éducation, Fédération départementale des maisons familiales. Donc c'est en effet un rapport qui propose un projet de convention de partenariat avec la Fédération départementale des maisons familiales du Rhône pour l'année 2018 pour un montant de 201 732,54 €. Il est aussi proposé de poursuivre ce partenariat et d'apporter pour 2018 un soutien financier formalisé par convention pour 55 000 € plus particulièrement affectés au fonctionnement, et 146 732,54 €, ce qui est un maximum réparti entre les 11 maisons familiales du Rhône. Voilà. Je mets le rapport au vote. Pas d'intervention. Il est adopté. Limité, je vous en remercie. Tablette toujours à 4, Michel Tien, pour le sport. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport donc concerne les subventions 2018 attribuées au comité sportif et en faveur du comité départemental de course d'orientation et une modification donc d'attribution de jeux de maillot. Ce rapport présente d'une part des demandes de subventions déposées par les comités sportifs en soutien à leur fonctionnement et d'autre part une demande de participation financière à l'organisation de la 21e édition de la Rhône Orientation. Donc les subventions annuelles au comité sportif. Il vous est dit dans le rapport que dans le cadre de notre politique sportive, nous apportons notre soutien au comité à travers des objectifs de valorisation et de développement du sport sur notre territoire. Les comités sportifs concernés représentent 817 clubs et environ 100 000 licenciés dans notre département. Ils ont en charge le développement et l'animation du sport sur notre territoire à travers différentes actions qui vous sont définies donc dans le présent rapport. Le tableau récapitulatif des comités concernés pour ces demandes de subventions annuelles est joint à l'annexe. En cas d'accord de votre part, ce sont 144 500 € qui seraient donc attribués à ces comités sportifs. En manifestation sportive, nous vous proposons de soutenir la 21e édition de la Rhône Orientation qui aura lieu en Quincy-en-Beaujolais. Cette 21e édition se tiendra le dimanche 25 novembre 2018 à Quincy. Cette compétition de course d'orientation sur une journée la plus importante en France et accueillera près de 1500 personnes, dont les 9 meilleurs Français. 9 parcours seront proposés aussi bien pour les compétiteurs que pour les randonneurs, y compris les enfants. Il vous est proposé donc sur un budget de 25 000 € d'attribuer 3 000 € à cette association. Enfin, pour les jeux de maillot, c'est simplement un problème de club de football qui a changé de nom et que pour que nous puissions lui donner donc cette subvention, il faut acter donc le changement de nom de ce club. Voilà, Monsieur le Président. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport au vote. Il est adopté à l'unité. Je vous en remercie. Peut-être ce qu'on peut souligner, c'est le soutien aujourd'hui des collectivités au monde sportif, que ce soit les communes, que ce soit les comités de communes, que ce soit la région, que ce soit les départements, au moment où l'État est en train de supprimer des postes pour les associations sportives. Voilà, nous passons au rapport 1. Je peux ajouter un mot. Non seulement il y a le département effectivement qui supprime des postes, mais le CNDS a considérablement... L'État, oui, l'État a considérablement... Le CNDS a considérablement réduit donc ses aides aux clubs sportifs. Mais aussi, ce qu'on peut ajouter, c'est que la dotation parlementaire qui a été supprimée vient encore affaiblir encore un peu plus ces associations et que heureusement que le département, bien que ce ne soit pas une compétence obligatoire, continue à soutenir. Voilà. Merci. Nous allons passer
Madame la vice-présidente, aux vendanges musicales. Merci, Monsieur le Président. Rapport 1.5. Ce rapport présente une demande de subvention concernant l'organisation de la manifestation Les Vendanges musicales à Charnay. L'impact financier est de 10 000 €. Cette manifestation en date du 21 et 22 septembre, c'est la 5e édition, c'est de la musique actuelle. Cette année, vous donnez quelques noms, Bébé Brune, Fatal Picard, Trottoir d'en face, Suzanne. C'est un événement artistique, mais aussi touristique et qui mobilise de nombreux acteurs sur le territoire. Quelques chiffres, une centaine de bénévoles. C'est important et ils se mobilisent toute l'année pour cette manifestation. Ce qui est plutôt innovant, c'est une quarantaine d'entreprises. Donc, ils ont développé le mécénat et le partenariat privé-public. Et puis, le résultat, c'est 6 000 spectateurs. Alors, ce festival, qui est sur 12 jours en musique actuelle, renforce une image dynamique du territoire avec de la musique actuelle. C'est également une culture qui a comme écrin notre patrimoine, puisque c'est dans le domaine des pierres dorées. Et puis, c'est ce partenariat privé-public, puisque, je le rappelle, c'est une manifestation cette année qui a coûté 257 000 €. Et je vous présente aujourd'hui ce rapport pour une demande de subvention de 10 000 €. Merci, Madame la Présidente. Il n'y a pas de problème pour voter cette subvention, mais puisque j'ai la parole, je voudrais qu'on ait une réflexion, moi, ce qui est nos partenariats culturels sur les territoires. On a des communes qui font des festivals de grande qualité, qui demandent notre soutien, et on en a d'autres qui font aussi des festivals de grande qualité qui ne demandent pas notre soutien. Alors, j'aimerais qu'on ait une espèce de vision globale de notre répartition de ce que peut être nos soutiens à travers les cantons. Vous savez que j'ai toujours voulu, je crois que c'est toujours ce qui nous a animés, une égalité de traitement sur les territoires. Et puis je voudrais redire que ceux qui sollicitent notre soutien, c'est dans les deux sens. On ne peut pas faire une manifestation en n'invitant pas les élus locaux. On ne peut pas faire une manifestation en ne mettant pas les logos du département. Si on est partenaire, on est partenaire. Et j'ai le même problème dans un autre canton aujourd'hui, où il y a une manifestation qui dure depuis des mois, un mois, où le département n'est même pas invité. Donc je voudrais qu'on ait une vision, et peut-être qu'il faudrait réfléchir, peut-être ce qu'on appellerait des appels à projets culturels, où avec une somme qui serait, je dirais, attribuée d'une façon budgétaire, et qu'on ait une vision départementale, et que les manifestations soient déposées en amont, mais avec une charte de partenariat, parce que moi je n'accepterai plus qu'on vienne chercher de l'argent au département et qu'après, ça s'arrête là pour certains. Le département est prêt à aider, je dirais, les structures associatives. C'est une de ses missions, au moment où d'autres ne le font plus. Mais dans la vie, quand on fait quelque chose à deux, on le fait à deux. Voilà. Mais je vous en prie, Madame la vice-présidente. Nous mettons en place des conventions sur chaque canton avec 1 ou 2 événements qui sont ciblés pour pouvoir les soutenir. Nous avons les dotations d'envergure locale avec mes collègues, nous fléchons sur des événements qui nous paraissent importants. Et puis nous avons également les abribus qui, avec 722 abribus sur le territoire, peuvent pallier parfois, ils peuvent compléter une communication de ces manifestations. Ce qui est le cas aujourd'hui pour un autre festival qui n'a toujours pas trouvé l'adresse du département pour les inviter aux manifestations. Donc voilà, on fera passer le message, Monsieur le Président. Je veux bien qu'ils connaissent l'adresse pour les demandes de subventions, mais un partenariat, c'est dans les deux sens. Voilà. Alors, je vous propose de mettre ce rapport au vote. Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et je vais passer la parole à Monsieur Ravier pour le rapport 2.1. Monsieur le Président, chers collègues, un rapport donc pour le soutien financier en faveur des établissements hospitaliers personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Comme vous le savez, nous avons une enveloppe d'aide à l'investissement que nous avions d'ailleurs doublée ces dernières années pour la porter à un montant d'1 400 000 € annuel. Rappelez également que nous avons une règle qui assure une forme d'équité dans l'attribution de ces subventions, puisque nous aidons à hauteur de 3 050 €
par lit habilité à l'aide sociale lorsqu'il y a un projet de réhabilitation ou de construction d'un EHPAD. Vous dire également que ce n'est pas la seule participation financière du département sur le financement de ces projets, puisqu'il y a ensuite une aide au fonctionnement par le biais de la prise en charge du tarif hébergement au quotidien dans ces établissements. Donc 2 projets vous sont soumis aujourd'hui, celui du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône avec le regroupement notamment des anciens sites du Val d'Azergues et Alix et de l'EHPAD Pierre de Beaujeu à Villefranche, concerne donc un projet à 20 947 020 € d'investissement au total pour 180 places et il vous est donc proposé sur ce dossier-là d'apporter une aide de 549 000 €. Deuxième dossier concernant l'EHPAD L'Accueil à Saint-Bonnet-de-Mur pour une reconstruction totale, un projet qui est porté à 10 114 320 000 € pour un financement donc sur 84 lits et qui porte la participation du département à 256 200 €. Il vous est donc proposé pour ces 2 dossiers dont les travaux s'achèveront en 2020 d'accorder une subvention totale de 805 200 €. Je rappelle que, étant donné le fort soutien que nous avions souhaité, sous votre autorité, Monsieur le Président, apporter sur les réhabilitations et les entretiens des établissements, je pense notamment à Saint-Bonnet-de-Mur où on a encore des chambres doubles pour certaines sans sanitaires, que nous procédons en ce moment à des versements anticipés, qui nous permettent d'apporter un effort encore plus conséquent sur la réhabilitation de ces EHPAD et que du coup ce versement anticipé fait l'objet d'une convention où bien entendu si les travaux n'étaient pas menés à leur terme nous récupérions l'intégralité des fonds consacrés. Je vous ai donc proposé d'autoriser Monsieur le Président à ces versements. Merci Monsieur le Vice-président. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport au vote. Il est adopté à l'unanimité. Toujours dans la commission Solidarité de Madame Geoffrin, le rapport 2.2, Monsieur le Vice-président Ravier. Oui, concernant donc la télégestion et la télégestion mobile, alors qu'est-ce que c'est que cette formidable invention qui est très utile? Il s'agit tout simplement d'optimiser et de simplifier le fonctionnement des prestations dans nos services d'aide à domicile et demain dans nos SPASAD. Je rappelle que c'est le regroupement des services de soins et des services d'aide à domicile sur les mêmes cantons. Tout simplement quand les intervenants rentrent au domicile du bénéficiaire par le biais de la télégestion, on peut avoir un suivi à la fois qualitatif, administratif et financier, donc des interventions, ce qui nous permet de faire des économies de fonctionnement, mais surtout d'assurer un suivi qualitatif. Cette opération, donc aujourd'hui nous avions 22 SAD qui étaient suivis dans le système de télégestion. L'objectif est de le porter à l'intégralité des SAD avec lesquels nous avons un contrat de partenariat, soit 55 au total sur le département du Rhône, ainsi que sur 10 SPASAD parmi les 20 existants à titre expérimental, toujours sur le département du Rhône. Ce financement de la télégestion ayant été reconnu comme pertinent au niveau national par la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie, vous avez donc proposé un investissement d'un montant de 210 000 €, dont 50% seront pris en charge par cette Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie. Merci. Si pas d'intervention, je mets le rapport aux voix. Pas d'objection, il est adopté à l'unité. Madame Simian, pour le rapport 2.3 avec le petit modificatif que vous avez sur votre table. Je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, l'Assemblée départementale a voté dans le cadre du budget primitif 2018, adopté le 23 mars dernier, une subvention d'investissement inédite d'1 million d'euros afin de soutenir l'amélioration du bâti des établissements habilités par l'aide sociale à l'enfance, dite ASE. Ce rapport a pour objet de définir la stratégie de soutien à l'investissement de ces établissements, surtout pour tout ce qui met en évidence tous les besoins, c'est-à-dire la mise en conformité électrique ou incendie, la sécurisation des accès, les mises aux normes d'accessibilité. Les associations qui bénéficieront de la subvention, donc il y a l'Adréar qui est situé à Saint-Martin-en-Haut, Glazé et Villefranche, Accolade qui est à Lamure-sur-Azergues, Frontenac et Villefranche, les AJD à Amplepuis, l'ADPEP à Vernay, l'Entraide aux isolés à Grézieux-la-Varenne, le Prado qui est à Marennes et à Villefranche-sur-Saône, Rayon de Soleil à Vaugneray, Saint-Exupéry à Bully et la SLA à Montagny. Merci Madame la Vice-présidente. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets au vote. Il est adopté à l'unanimité. Nous en avons fini avec cette commission. Nous passons à la commission moyens généraux de Sylvie Épinat.
le rapport 3.1 qui est présenté par M. Pfeffer. Oui, Monsieur le Président. Alors rapidement, le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle a été réformé suite à la suppression de la taxe professionnelle en 2010. Il nous appartient aujourd'hui de répartir une partie de ce fonds, sachant que le législateur en 2017 a intégré ce fonds, le FDPTP, dans les variables d'ajustement de l'enveloppe normée. Dès lors, il a diminué fortement pour éviter de pénaliser les communes avec une diminution brutale. On a décidé de modifier la ventilation de ce fonds. 167 communes du Rhône sont éligibles. Et le fonds est réparti 70% en fonction du potentiel fiscal par habitant comparé à celui de la strate au niveau national, 10% en fonction du nombre d'enfants de 3 à 16 ans, 10% en fonction de la longueur de voirie communale et 10% en fonction de la superficie de la commune. Nous vous proposons aussi d'expliquer les dispositions concernant les communes nouvelles où on prend globalement le chef-lieu ou la nouvelle commune sur les fiches DGF de 2017. Voilà, et les montants sont en annexe de ce rapport. Je vous en remercie, Monsieur le Vice-président. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention, je mets le rapport au vote. Il est adopté à l'unité, je vous en remercie. Madame Agara, pour un dossier intéressant. Litige avec la communauté de communes de l'Ouest rhodanien. Je vous en prie, Madame. Merci, Monsieur le Président. Oui, ce rapport a pour objectif de donner acte de l'arbitrage qui a été rendu par la Chambre régionale des comptes et de l'arrêté du préfet pour fixer les compensations qui étaient dues par les parties, donc dans le cadre du litige que vous venez de rappeler, qui oppose le département du Rhône et la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien à l'issue de la mise en œuvre du transfert de la compétence transport. Alors, il faut vous rappeler, merci. Il faut vous rappeler qu'au 1er janvier 2016, l'Accord, qui était une communauté de communes, est devenue une communauté d'agglomération. Et à ce titre, elle est devenue autorité organisatrice de la mobilité sur son ressort territorial. Elle disposait alors d'1 an pour définir les modalités d'exercice de ses nouvelles compétences et de se saisir de celles-ci. Alors pendant cette période d'1 an, c'est-à-dire pendant toute l'année 2016, le département a continué à exercer ses compétences par l'intermédiaire du Citral sur le périmètre de l'accord. Pour garantir la continuité des services de transport scolaire et des services de transport non urbains qui devaient être transférés à l'accord le 1er janvier 2017 et pour préparer tranquillement ce transfert de compétences, le département a accepté que pour la période courant du 1er janvier 2017 au 31 août inclus de cette même année, une convention de délégation temporaire de compétences avait été conclue pour que le département puisse continuer à exercer cette compétence. Donc, et cela, nous l'avons approuvé lors de notre séance publique du 16 décembre 2016. Par ailleurs, et en application de la loi NOTRe, la région Auvergne-Rhône-Alpes est devenue compétente en lieu et place du département le 1er janvier 2017 en matière de transport non urbain et le 1er septembre 2017 en matière de transport scolaire. Tout au long du premier semestre de l'année 2017, des réunions techniques ont eu lieu entre le département, l'Accord et le Citral pour déterminer les conditions financières du transfert de la compétence transport à l'Accord. Un accord politique entre les exécutifs du département et de l'Accord a été passé et un projet de convention a été rédigé pour en arrêter les conditions financières. Et le Conseil départemental a approuvé ce projet de convention par sa délibération du 30 juin 2017. Mais le président de l'Accord ne s'en est pas arrêté là, il est revenu sur sa position et il n'a pas soumis à l'approbation du Conseil de sa communauté le projet de convention, ce qui fait que celui-ci n'a pas pu être signé. Parallèlement,
par un courrier du 19 juillet 2017, ce même président a sollicité, en application des dispositions combinées des articles L3111-5, deuxième alinéa, et L3111-8 du Code des transports, l'arbitrage du préfet de région sur les conditions financières du transfert de la compétence transport du département à l'accord. Le 28 juillet 2017, le préfet de la région Aura a informé notre président de l'engagement par l'accord de cette procédure d'arbitrage. Constatant l'absence d'accord entre notre collectivité et l'accord, le préfet a saisi le 2 mai 2018 la Chambre régionale des comptes pour recueillir ses propositions d'arbitrage comme le prévoit le texte. Les dites propositions d'arbitrage ont été rendues le 18 juin. Pour l'essentiel, la juridiction considère que le montant de la compensation due par le département du Rhône à l'accord au titre des transports scolaires pour la période du 1er janvier au 31 août 2017 peut être estimé à la somme de 1 441 030 € 56 centimes et que l'accord est redevable au département d'une somme identique au titre de la délégation de compétences en matière de transport scolaire mise en œuvre durant la même période. Que le financement de la compensation due à l'accord incombe légalement à la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 1er janvier 2017 en ce qui concerne les transports non urbains et depuis le 1er septembre 2017 pour les transports scolaires. Ainsi, il appartient donc à l'accord de solliciter la région en vue de déterminer d'un commun accord le montant de la compensation due par cette dernière. Reprenant ces propositions et par un arrêté du 5 juillet 2018 qui vous est transmis en annexe, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a fixé les modalités de financement des transports non urbains transférés à l'accord. Il estime que le montant de la compensation due par le département du Rhône à l'accord au titre des transports scolaires pour la période du 1er janvier au 31 août 2017 s'élève à 1 441 030 € 56 centimes et indique que l'accord est redevable au département d'une somme identique au titre de la délégation de compétences en matière de transport scolaire mise en œuvre durant la même période. Par ailleurs, il précise que l'accord doit se rapprocher de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour déterminer d'un commun accord le montant de la compensation due à l'accord au titre du financement d'une part des transports non urbains pour la période courant à partir du 1er janvier 2017 et d'autre part pour les transports scolaires pour la période courant à compter du 1er septembre 2017. Voilà ce que nous voulions vous transmettre et donc il vous est demandé de prendre acte de ces propositions d'arbitrage et de cet arrêté du 5 juillet 2018. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce rapport avant que je le mette au vote ? S'il n'y a pas de demande d'intervention, je le mets au vote. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. Gageons que cette affaire s'arrête là, Madame la Vice-Présidente. Gageons. Alors, c'est à moi de présenter le rapport suivant, le 3.3. C'est des représentations extérieures, si je ne me trompe pas. Vous avez la liste. Pourquoi M. Bonnier, dans le petit paragraphe 1, parce qu'il nous fallait désigner un maire, qu'il est maire, il nous fallait, comme si pour une représentation dans le monde agricole, il est agriculteur. Et puis, pardon, c'est le seul qui a dit oui. Donc, voilà. Donc, après, vous avez la liste. Rien d'extraordinaire, c'est des transferts, des changements. Je vous fais grâce de la lecture. Pas de souci, ce rapport est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et c'est toujours Renaud Pfeffer sur le 3.4, admission en non-valeur, cher Renaud. Merci Président. L'occasion de remercier Denis Rousseau, notre payeur départemental, et ses équipes qui œuvrent
pour la bonne santé financière de notre département, en lien étroit avec les services des finances, mais aussi avec l'ensemble des services de notre collectivité. En effet, la Pairie a géré en 2017 un peu plus de 13 000 titres de recettes. Environ 29,5 millions d'euros de prise en charge, donc 6% de nos recettes réelles de fonctionnement, dont 400 000 euros au titre des indus RMI, RSA. On a un taux de recouvrement au département du Rhône qui est le meilleur parmi les 6 départements expérimentateurs de la certification des comptes, avec plus de 2 points d'écart, avec 24 867 encaissements reçus en 2007, près de 7 000 relances et mises en demeure, et 3 600 actes de poursuite mis en œuvre en 2017. Autant vous dire que le travail à la pairie départementale est un travail intense. On a un volume de reste à recouvrer qui diminue très fortement. Au 31 décembre 2014, sur les restes à recouvrer entre 2014 et antérieur, il y avait 20 000 titres pour 35,1 millions d'euros. Au 31 décembre 2017, sur les restes à recouvrer 2014 et antérieurs, il n'y avait plus que 7 600 titres pour 12,9 millions d'euros. Aujourd'hui, on doit constater l'extinction de certaines créances, certaines dues à des décisions de justice qui rendent le recouvrement juridiquement impossible et qui nécessitent d'en tirer les conséquences budgétaires et comptables, donc pour 239 000 euros. Mais aussi, on doit prononcer l'admission en non-valeur de créances qui sont irrecouvables ou de faible montant, et ce pour 1 262 000 euros. On constate que l'action en recouvrement n'a pas pu aboutir ou que son coût n'est pas en adéquation avec les sommes dues. Donc on remercie les services de la pairie. On rappelle quand même que globalement les motifs d'irrecouvrabilité sont très différents selon le type de recette. Pour le RMI et RSA, la plupart du temps, c'est l'insolvabilité totale des débiteurs. Pour la DPA, l'importance des créances sur succession sans héritier ni bien appréhendable. Enfin, on a tout un tas de motifs plus diversifiés, mais majoritairement dus à l'insolvabilité de nos débiteurs. Donc on vous demande d'admettre en non-valeur ces créances irrecouvrables. Bien. Monsieur le vice-président, merci. Je voudrais moi aussi porter remerciements à Denis Rousseau, mais à travers lui, c'est toutes ses équipes, et puis aussi les équipes du département qui font le travail en amont. On est dans nos murs, on a des services fiscaux, alors contrairement à d'autres qui demandent, eux, ils vont chercher parfois là où c'est difficile, mais ils font un travail, je dirais, important. Je crois qu'en termes de demande de recouvrement, on est la 2e pairie du département aujourd'hui, après celle de la métropole, qui est une... Alors, s'il n'y a pas de prise de parole, je mets le rapport au vote. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unité. Christiane Lagara, vous avez la parole pour le dernier rapport de fascicule 3, décision modificative numéro 1 pour l'exercice 2017. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, donc voilà la première décision modificative donc sur notre budget 2018. C'est une décision modificative qui a pour objectif de corriger à la marge les inscriptions budgétaires, que ce soit en dépenses pour les adapter aux besoins des directions, qu'en recettes pour les adapter aux notifications et aux encaissements reçus. Alors, si on regarde l'équilibre général de cette décision modificative, nous nous apercevons qu'en fonctionnement, elle laisse apparaître une augmentation des recettes réelles de 1 183 186,95 euros et que les dépenses réelles, elles, augmentent de 1 528 186,95 euros. Si on prend en compte les recettes d'ordre de fonctionnement de 345 000 euros, la section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 1 528 000 euros. En ce qui concerne les recettes réelles d'investissement,
elles font l'objet, quant à elles, d'une diminution de 1 459 593,18 €, qui est moins importante que la diminution des dépenses réelles d'investissement, qui, elle, se situe à hauteur de 1 804 593,18 €. Toutefois, à l'instar de la section de fonctionnement, la section d'investissement est équilibrée en dépenses et en recettes après la prise en compte des opérations d'ordre. Donc, en tenant compte de cette modification, de ces évolutions, comment évoluent nos dépenses réelles au niveau du budget 2018 en faisant abstraction de la gestion active de la dette qui, je vous rappelle, s'élève à 100 millions d'euros. Nous avions budgétisé en fonctionnement 436 364 €, donc avec une progression de 0,35%, notre section de fonctionnement s'établit à 437 892 000 €. En investissement, nous avions inscrit initialement 125 383 €. Ces dépenses diminuent de 1,44%, ce qui nous donne des dépenses d'investissement à hauteur de 123 578 000 €. Au total, notre budget primitif de 2018, qui était de 561 747 000 €, passe à 561 470 000 €. Il vous est proposé donc d'inscrire 2 opérations d'ordre. Une opération d'ordre en dépenses et en recettes d'investissement de 1 200 000 €. Cette écriture a pour objectif de traduire comptablement un désendettement du département sur un crédit revolving, et en recettes 345 000 € en recettes de fonctionnement et en dépenses d'investissement. Il s'agit là de la reprise de l'amortissement des subventions versées dans le cadre de l'aide à l'immobilier d'entreprise, pour lesquelles un remboursement a été demandé, tel que nous l'avons délibéré le 29 juin 2018. Ces opérations sont équilibrées en dépenses et en recettes et ne modifient pas l'équilibre de la décision modificative. Donc vous avez l'équilibre général du budget après la décision modificative, donc cette décision modificative. Donc nous avons en dépenses réelles, dans ce qui concerne la section de fonctionnement, donc en ajoutant au BP 2018 notre décision modificative, nous obtenons un total de 437 892 450 €, ce qui nous permet de dégager un autofinancement au niveau de cette section de fonctionnement de 79 691 970 €. En ce qui concerne les recettes, si nous additionnons donc le BP et l'ADM, nous obtenons un total de 517 584 420, donc la différence entre les deux nous donne l'autofinancement. Pour la section d'investissement, donc nous avons au niveau des dépenses un total, donc avec l'ADM, de 223 578 123 €. Et en ce qui concerne les recettes, nous avons un montant de 143 886 152 €. Alors si maintenant nous regardons par politique, en ce qui concerne la politique autonomie, nous avons à réajuster nos dépenses de 52 000 € en raison de l'entrée progressive des bénéficiaires de l'ADPA à domicile dans le cadre prévu par le contrat de partenariat avec l'ESSAD, ce qui génère un surcoût ponctuel en phase transitoire. Les recettes, quant à elles, progressent de 251 000 € pour tenir compte de la régularisation des avances mensuelles 2017 effectuées auprès des établissements personnes âgées. Dans le cadre de l'accueil du jeune enfant, 5 000 € de crédits seront transférés à la direction de l'ingénierie médico-sociale pour financer une étude prévue dans le contrat enfance-jeunesse pluriannuel signé avec la CAF et confié à la MRIE.
Côté recettes, nous enregistrons 1 million d'euros qui correspondent à la compensation versée par l'État pour la prise en charge des mineurs non accompagnés. Les dépenses de fonctionnement relatives à notre politique d'insertion sont diminuées de 407 000 euros pour tenir compte de la fin du dernier contrat aidé, de l'ajustement des ANV demandés par le payeur départemental et de l'augmentation du plan départemental d'insertion. Les recettes liées à cette politique seront augmentées de 121 000 euros. S'agissant des dépenses de fonctionnement liées au développement des territoires, elles sont à diminuer de 222 000 euros, notamment en raison de l'ouverture le 27 août du premier appel à projet PENAP. Les recettes sont à augmenter de 126 000 euros pour tenir compte, entre autres, du produit de la coupe de bois. En matière d'investissement, les dépenses sont ajustées à la baisse de 565 000 euros. Les recettes d'investissement sont à augmenter de 718 000 euros pour tenir compte de la récupération des subventions versées à tort dans le cadre de l'aide à l'immobilier d'entreprise. Les investissements de voirie sont à diminuer de 1 547 000 euros pour tenir compte du décalage dans le temps de l'opération d'aménagement des 7 chemins ou des bons résultats des appels d'offres relatifs à Colombier-Saunieux. Les recettes, quant à elles, sont à diminuer de 279 000 euros pour tenir compte de la minoration de la participation de l'accord à des travaux d'aménagement et du retard des travaux qui génèrent un remboursement de la part du Citral. Les dépenses de fonctionnement liées à la mission Europe et à l'aide aux communes sont à diminuer de 477 000 euros. Les dépenses d'investissement relatives à ces mêmes politiques sont à augmenter de 11 000 euros, tandis que les recettes sont à augmenter de 246 000 euros sur l'appel à projet en raison de subventions récupérées conformément aux conventions passées. Les dépenses de fonctionnement liées au collège sont à ajuster à la hausse de 150 000 euros pour tenir compte des locations de modulaires et d'installations sportives. Les recettes sont à ajuster à la hausse de 266 000 euros pour tenir compte du remboursement par les collèges en régie du surplus lié à la tarification sociale. Les dépenses d'investissement sont à augmenter de 444 000 euros pour tenir compte d'imprévus de chantier, de travaux 2017 qui ont été reportés en 2018. Les recettes, par contre, elles doivent être diminuées de 240 000 euros. Les dépenses de fonctionnement de la politique culture et tourisme sont à diminuer de 95 000 euros, tandis que les recettes doivent être augmentées de 5 000 euros. L'investissement dans cette politique est ajusté à la hausse de 62 000 euros. Dans le cadre de la politique sportive, les dépenses de fonctionnement doivent être diminuées de 24 000 euros, tandis que les investissements seront diminués de 20 000 euros sur la mise en œuvre des sentiers du Rhône. S'agissant des ressources de l'institution, les dépenses de fonctionnement sont augmentées de 317 000 euros en raison notamment de l'augmentation du nombre d'agents contractuels. Les recettes, elles, sont à faire progresser de 728 000 euros pour tenir compte principalement du remboursement par les autres départements des salaires dus pour les assistantes familiales du Rhône ayant accueilli des enfants d'un autre département. Les dépenses d'investissement seront diminuées de 959 000 euros pour tenir compte essentiellement des reports de travaux sur les centres techniques et tenir compte d'acquisition de terrains pour les centres d'exploitation. Les recettes doivent être diminuées de 1 590 000 euros en raison du décalage de certaines cessions. Concernant les ressources financières, les dépenses sont majorées de 2 239 000 euros, dont 500 000 euros en dépenses imprévues. Côté recettes, elles seront diminuées de 1 308 000 euros pour notamment adapter la prévision de recettes au titre de la taxe d'aménagement aux projections d'encaissement. Côté investissement, les dépenses sont majorées de 800 000 euros pour faire face à des dépenses exceptionnelles
tandis que les recettes seront diminuées de 314 000 €. Comme à chaque décision modificative, cette EDM conduit à la clôture de 102 autorisations de programme et 38 autorisations d'engagement. Elle conduit à l'ouverture d'une nouvelle autorisation de programme de 15 millions d'euros en vue de l'acquisition en vente en état futur d'achèvement d'une maison du Rhône à Villefranche-sur-Saône et dont les crédits s'étaleront sur 3 ans. Elle propose 6 nouvelles autorisations d'engagement pour un montant de 11 316 000 € et elle concerne le transport d'enfants handicapés, la location de modulaires pour les services départementaux, une convention de partenariat avec la métropole pour l'organisation de la journée d'études à Auschwitz et les dépenses de la direction des usages numériques. Voilà, mes chers collègues, la décision modificative qui vous est demandée d'approuver. Est-ce qu'il y a des demandes de parole sur cette décision modificative? S'il n'y a pas de demande de parole, je la mets aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre, l'état de... Pardonnez-moi, madame, je ne vous ai pas vu. Vous vous abstenez, vous et votre pouvoir? D'accord, donc 2 abstentions pour le canton de La Brelle. Voilà. Merci, chers collègues, pour ce vote. Nous en avons fini avec le rapport du fascicule 3. Nous passons au fascicule 4 à la commission de madame Jury. Et c'est Renaud Pfeffer qui nous parle des appels à projets, dont certains, à mon avis, qui sont au fond de la salle, attendent avec impatience le résultat. Oui, merci Président. Tout d'abord, excusez Bruno Pellachon qui s'est beaucoup investi depuis 3 ans pour ce nouveau dispositif de partenariat territorial. Nouveau dispositif qui a permis de soutenir financièrement et d'accompagner la production d'investissements et de travaux sur ces 3 dernières années de plus de 350 millions d'euros de travaux où le département a eu aussi l'effet levier. Et donc, le nombre de dossiers traités est à presque 800 €. Et l'apport financier sur ce nouveau dispositif est de 35 millions d'euros, sans compter les anciens contrats, dont je vous rappelle, nous avions un stock d'anciens contrats à 100 millions d'euros. Pour partie, les travaux ont été réalisés, donc on a tenu l'ensemble des engagements du département, et l'autre partie, les travaux pour certains contrats n'ont jamais été réalisés et sont donc ou sont devenus caducs. Cette année, c'est près de 13 millions d'euros uniquement dédiés à ce nouveau dispositif, dont 1,5 million d'euros qui ont été, le président avait souhaité qu'il y ait un regard particulier sur les projets liés à la petite enfance. Une partie des projets sont examinés directement par les conseillers départementaux qui émettent des propositions et qui sont globalement suivis par un comité d'engagement qui vient vérifier, valider et voire renforcer le soutien du département pour des opérations qui sont considérées ici ou là d'intérêt départemental, structurant en tout cas pour un territoire. Nous accompagnons également les EPCI et des syndicats intercommunaux. Cette année, le département a reçu 258 dossiers d'appel à projets pour 126 communes, 7 EPCI et 19 syndicats pour un montant d'investissement d'environ 100 millions d'euros. Remercier au passage les services du département qui ont reçu tout ça à la fin du mois de mai et qui, dès la fin de l'été, avaient pu transmettre aux conseillers départementaux pour qu'ils puissent décider des niveaux d'aide, transmettre une analyse précise des dossiers qui ont été déposés. Autant dire que c'est un gros boulot réalisé à la fois par les services, mais aussi bien évidemment par les élus qui, sur leur territoire, ont la main pour imaginer l'avenir des équipements de ces territoires. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous avez en annexe l'ensemble des projets aidés avec un dispositif que Bruno Pellachon
souhaite qu'on évalue pour qu'on examine sa pertinence. On se rend compte au fil de l'eau, comme tout nouveau dispositif, qu'il y a encore des petits réglages à réaliser. En revanche, un dispositif plus simple, l'argent est versé cash dès la signature des conventions aux communes, ce qui évite les questions de ligne de trésorerie ou les problèmes de trésorerie. En revanche, il ne faut pas que des collectivités se fassent la trésorerie sur le dos du département non plus. Mais en tout cas, c'est un soutien fort. Ça permet au département d'être le premier partenaire des collectivités locales. C'est un soutien simple, c'est un soutien rapide, mais c'est un soutien qu'on aura à cœur d'évaluer l'année prochaine, Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. Est-ce qu'il y a des questions? Madame, je vous en prie. Merci Monsieur le Président, merci Renaud pour cette présentation. Bon, nous sur le canton de l'Arbret, bien sûr, on est ravis parce que cette année, on a pu dire oui à tout le monde parce que l'enveloppe le permettait, puis le nombre de dossiers aussi, ainsi que leur montant. Juste un petit regret peut-être dans la présentation du projet, notamment dans les annexes 2 et 3. Il y a des tableaux qui listent effectivement les projets retenus, mais non pas les projets qui n'ont pas été retenus. Donc par souci de transparence, d'autant plus que nous, conseillers départementaux, nous n'avons pas la main sur ces projets. C'est effectivement étudié directement par le comité d'engagement. Ça aurait pu être intéressant de voir les projets qui n'avaient pas été retenus, voir éventuellement le motif du refus. Sans aucune suspicion, hein, c'est juste... Voilà. Tous les élus ont reçu, mais concernant votre canton, Madame la conseillère départementale, il se trouve que votre canton, il y avait tellement d'argent que vous ne voulez même pas utiliser complètement. Donc il n'y a pas eu de projets qui n'ont pas été retenus dans votre canton. Je veux dire, c'était même tellement abondant. Ce qui me permet de rebondir sur ce qu'a dit Renaud tout à l'heure. Je pense qu'il faudra peut-être faire une revisitation de ce qu'est nos dotations sur les cantons, parce qu'on va de 90 000 euros, et je sais de quoi je parle parce que c'est le mien, à 1,2 million. Donc il faut qu'on ait peut-être un retoilettage, qu'on regarde un peu. Je vois que mon collègue Brun opine du chef, et il a raison. Je pense que voilà, on avance et qu'il faut qu'on ait une vision. Alors même s'il y a l'enveloppe départementale, mais elle ne peut pas couvrir, je dirais, ce qu'est l'enveloppe de base sur les territoires. Et c'est peut-être là il faut. On note une chose, c'est que l'enveloppe qu'on avait prévue pour l'appel à projet spécifique petite enfance a bien marché. Et je m'honore que le département ait eu cette idée parce que, vous le savez comme moi, on a une difficulté sur les territoires, sur les gardes d'enfants. On a un métier qui est en train de disparaître, c'est celui de nounou ou de nourrice agréée, et qu'on a un transfert sur les demandes, sur ce qu'on appelle les MAM, et qu'on a accompagné presque tous les projets. Je le redis ici, d'autant qu'il y a des maires dans cette salle, ce qu'on donne, ce qu'on apporte, on le fait en vision aussi avec l'État. On le fait aussi en vision avec l'État et en vision avec, je dirais, le conseil régional. Loin de nous de discuter, je dirais, les dotations de l'État. Pour mémoire, l'État sur le département aux communes, c'est 6 millions. Nous, c'est 11 millions. Alors qu'un certain vous explique que l'État donne plus, hier, cela vous nous les amènerez et qu'on leur explique comme la différence. Il n'en est pas moins qu'on a été obligé de faire certains réajustages parce qu'on a encore vu un dossier arriver à 117% de financement et un autre à 97%. Donc on a été obligé de faire une petite diminution. Je le redis ici, les maires, dites-vous bien qu'on a le final total de ce que les autres vous apportent. Alors si certains sont pris parfois d'une amnésie globale ou d'autres n'ont pas forcément, je dirais, la mathématique chevillée au corps, à la fin on le voit. À la fin on le voit. Donc certains, je suis désolé, on a été obligé, même à 117%, si on avait même voulu soutenir ce projet, on ne pouvait pas. Donc c'est un projet qu'on n'a pas pu soutenir parce que même déjà, il va falloir qu'il se trouve une solution avec les autres partenaires. Voilà. En tout cas, je crois que ce qui est de la participation du département sur les territoires, c'est une belle participation. Quand on compare les autres départements, il n'y en a plus beaucoup qui font ce qu'on appelle de l'aide aux communes. On a la même posture avec les comités de communes. Par contre, on avait engagé l'année passée une revoyure sur ce qu'est les CIVOM CIVU. Je veux qu'on continue à revoir
parce qu'il y a des CIVOM CIVU qui pourraient être aujourd'hui légitimement transférés sur d'autres structures, notamment les structures intercommunales. 120, 130 CIVOM CIVU dans le département du Rhône. Admettez que ça fait beaucoup et pour lequel on n'a pas forcément la lisibilité que le département est en droit d'avoir lorsqu'on est partenaire financier. Donc c'est quelque chose qui fera partie, je dirais, de nos discussions budgétaires sur l'élaboration des futurs budgets. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Monsieur le vice-président, tiens. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, bien évidemment, notre groupe se réjouit de ce rapport avec ces plus de 13 millions et notamment le coup de pouce supplémentaire à la petite enfance. Président, vous avez parlé entre guillemets de clause de revoyure. Moi, je pense qu'il faudrait effectivement qu'on revoie ces attributions, pas sur le fond, mais à la marge. Parce qu'il est vrai que des petites communes qui se sont engagées sur un projet très important et finalement, alors ça c'est les conseillers départementaux de leur canton qui ne leur ont pas accordé nécessairement à la hauteur de ce qu'ils pouvaient attendre pour réaliser leur projet, vont être obligés de l'abandonner. Donc, moralité, s'ils avaient présenté des petits projets, ils auraient pu avoir une subvention. Aujourd'hui, il n'y a pas de clause de revoyure, ce qui fait que cet argent reviendra dans le pot commun. Si on avait la possibilité de, je ne sais pas si, je ne veux pas dire avenant parce qu'on reviendrait dans l'ancien monde, mais si on avait la possibilité de quelque part de les rattraper, sur des plus petits projets, ça leur permettrait aussi, encore une fois, je parle de petites communes qui n'ont pas des moyens très élevés. Donc si on pouvait en discuter, Président, dans l'avenir, ce serait bien. Non, mais moi je veux qu'on engage une discussion quand on abordera la préparation budgétaire de ce qui est de cette vision d'aide aux autres. Parce que petites communes, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous avez des petites communes qui sont très riches. Voilà, donc il faut qu'on ait la vision budgétaire commune par commune. Renaud, tu voulais rajouter quelque chose sur le... Non ? S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets le rapport tel qu'il vous a été présenté et expliqué avec les explications qui en sont suivies, le rapport 4.1 au vote, pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unité, je vous en remercie. Et c'est Didier Fournel qui poursuit avec le rapport 4.2 pour un projet particulier. Il n'est pas là, le vice-président route était en route pour nous rejoindre. Didier Fournel, il s'agit d'un projet spécifique, je meuble, sur la commune de Vernay, petite commune du haut du Beaujolais dont le maire est peut-être ici. Voilà, j'en ai presque tout dit, monsieur le vice-président. Vous de compléter? Excusez-moi, monsieur le président, mais je m'étais retiré pour prendre part au vote pour des conflits d'intérêts. Donc nous avons, donc, comme vous l'avez souligné, à passer pour la commune de Vernay une aide exceptionnelle de 25 000 euros. C'est un projet novateur sur notre territoire puisque c'est l'implantation de cellules photovoltaïques sur une partie de la chaussée, et comme sur une partie de la chaussée d'une route départementale. Donc c'est avec beaucoup d'intérêt qu'on va suivre l'évolution de ce dossier et suivre un peu son devenir et l'apport qu'il apporte dans ce beau projet qui est de chauffer et d'éclairer une partie du village. Voilà. Merci, monsieur le vice-président. C'est un projet particulier d'une petite commune qui veut faire de son réseau routier d'autres façons de s'en servir que celui de l'employer avec des pneumatiques. Espérons que ce projet puisse aboutir et qu'il puisse après être repris par d'autres collectivités. Voilà. S'il n'y a pas de questions... Mais je vous en prie, monsieur le vice-président. J'en ai parlé avec mon collègue, mais moi je suis un peu sceptique sur ce projet, donc je vais bien évidemment le voter pour la commune de Vernay. Vous êtes gentil, monsieur le vice-président. Mais c'est un peu le projet qu'on a appelé Ségolène Royal, entre guillemets, qui a coûté très très cher à sa région. Donc ce qui serait intéressant, c'est quand même qu'on ait un suivi et voir comment on évolue aussi bien en dépenses qu'en économie. Voilà. Je vous promets, nous aurons un suivi, nous irons tous à Vernay, surtout qu'à Vernay, on y est installé le département pour d'autres raisons. On profitera pour faire une visite complète des bonnes choses et des choses plus difficiles à Vernay. En tout cas, je vous incite à avoir la sagesse qu'on vous connaît, monsieur le vice-président, à voter ce rapport, ce que vous allez certainement faire. En tout cas, il est, à part l'interrogation de monsieur Thien, il n'y en a pas d'autres, il est adopté à l'unité. Je vous remercie, monsieur Thien, d'avoir soutenu ce projet. Renaud Pfeffer. Pour le rapport 4.3, convention cadre du programme d'action au cœur de ville de Tarare. Oui, rapidement, monsieur le président. 222 communes en France, 222 villes, celles qui sont considérées comme des villes moyennes.
mais qui ont un impact en termes d'économie, de population qui est extrêmement important dans la mesure où qu'elle regroupe ces 222 communes, près d'un quart de la population et de l'emploi. Au titre des actions d'un programme Action Cœur de Ville, qui va permettre, dans le cadre de conventions, d'aider les communes. On a, alors il n'est pas là aujourd'hui, mais on peut quand même le saluer, on a notre ami Bruno Pellachon qui a pu inscrire sa commune dans le cadre de ce dispositif avec des enjeux, on le sait, qui sont extrêmement importants. Quand il s'agit de toutes les communes du Rhône, on porte toujours beaucoup d'attention, mais c'est vrai que parfois quand on voit Villefranche, Tarare, on se dit qu'il y a des communes qui ont aussi besoin d'être accompagnées parce qu'elles sont grosses et parce qu'elles ont d'immenses défis à relever, notamment autour de la question de la rénovation urbaine, de l'aménagement des espaces publics, et surtout c'est des communes qui sont en capacité d'être des territoires d'avenir, et je crois que les maires de Villefranche et de Tarare sont très engagés et ont tout à fait compris que leurs collectivités sont aussi l'avenir de notre département. Nous, Président, on va pouvoir aider Tarare comme on aide toutes les autres communes, et on va inscrire, on va accompagner, notamment dans le cadre du partenariat territorial, Tarare au titre des actions Cœur de Ville. Il y a plein de partenaires, le Conseil régional, Action Logement, des financeurs comme la Caisse des dépôts, et bien évidemment l'État, qui sont engagés aux côtés de la ville de Tarare et de la communauté d'Aglo de l'Ouest rhodanien pour accompagner la transition de cette ville engagée par Bruno Pellachon. Merci, Monsieur le Président. En effet, la commune de Tarare a été retenue dans ce dispositif d'État. C'est la seule commune du département du Rhône où il y aura des financements croisés. Alors, la région n'est pas partenaire. Elle est partenaire à côté, de mémoire sur 1,5 million ou 1,6 million, mais elle n'est pas signataire de ce dispositif. Le département l'est. L'OPAC l'est aussi. C'est comme vous le savez, c'est une branche armée dans la construction du département du Rhône, et d'autres le sont aussi. L'accord l'est. Elle pourra peut-être ainsi restituer les sommes que le département lui donne. C'est une vision globale de l'aménagement de cette commune, qui est une commune particulière, qui a subi les outrages, je dirais, des modifications d'urbanisme et de l'industrie du textile. Donc je vous propose, s'il n'y a pas d'intervention, de voter ce rapport. Pas de vote contre. Il est adopté. Pardonnez-moi. Monsieur Fialer. Vous allez y arriver. Non, on ne l'a pas fait exprès. C'est pas... Ici, ça y est. Voilà. Ça y est. Bon, désolé, c'est un maire malheureux, puisqu'à Belle-Île, on n'avait pas les 10 000 habitants qui nous permettaient de... Non, mais juste, je n'ai pas retrouvé dans le rapport le montant global que le département pense apporter à cette opération. Ça se situe dans la partie après, sur le partenariat territorial et sur la partie de la piste. Donc là, c'est que les intentions et on trouve... OK. On se connaît dans les intentions, monsieur. Voilà. Donc je vous propose, vous n'avez pas de réticence pour le voter, monsieur le maire. Enfin, je vous en prie. Donc je le mets au vote. Pas d'abstention, il est adopté à l'unité. Et c'est Michel Tien qui va nous parler de la piste. Merci, Monsieur le Président. Rentre dans ce dispositif. Mes chers collègues, on va encore rester sur Tarare, Monsieur le Président, si vous le permettez. Donc, c'est le projet de rénovation de la piste d'athlétisme d'intérêt départemental sur la commune de Tarare. Donc, la piste d'athlétisme de Tarare a été construite en 1986. Le département du Rhône ne dispose à ce jour d'aucune piste capable de recevoir correctement des utilisateurs de tout niveau, loisirs, licenciés, clubs, compétiteurs de haut niveau. De nombreuses structures utilisent tout au long de l'année cet équipement. Si le club d'athlétisme Entente Ouest Lyonnais l'utilise prioritairement pour ses entraînements et compétitions, cette piste est aussi fréquentée par le club de triathlon local, la maison familiale et rurale, les écoles, les collèges et lycées, ainsi que pour les rencontres et entraînements de l'Union nationale du sport scolaire et de l'Union générale sportive de l'enseignement libre.
Enfin, le meeting 4H de Tarare, 400 mètres haies, le niveau international et qualificatif pour les championnats de France et d'Europe s'y déroule encore par dérogation de la Fédération française d'athlétisme. Cependant, la piste est très vétuste. En effet, plusieurs inondations ont détérioré sa structure et le support. La présence de fissurations sur le revêtement engendre un problème de sécurité pour les coureurs. Pour pallier ce déficit d'équipement et permettre dans le cadre de la solidarité territoriale aux Rhodaniens d'accéder à des infrastructures publiques de qualité, il est proposé que le département porte cette rénovation. Une étude d'opportunité a été réalisée par l'agence technique départementale faisant le diagnostic de la piste et de bâtiments associés. Il en ressort plusieurs actions de réaménagement de cette piste. Bien évidemment, la réfection de la piste d'athlétisme, la mise en accessibilité du parking et la mise en accessibilité du bâtiment vestiaire-tribune. Cette restructuration est estimée à 1,2 million d'euros, études et travaux, pour une réalisation en 2020-2021. Cette piste qui va au-delà du seul usage local est d'intérêt départemental, voire plus. Le cofinancement est en cours de montage pour assurer de façon raisonnée le financement naturellement de l'État par le biais du Centre national pour le développement du sport, CNDS, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la commune de Tarare et la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien, COR, sont sollicités. Ce projet est soutenu par la Fédération française d'athlétisme qui voit dans cet équipement un outil de développement de l'athlétisme hors métropole de Lyon, ainsi qu'un lieu de stage et de compétition de haut niveau. Une première projection du plan de financement possible vous est proposée. Par commune, plus COR, 20%, soit 240 000 euros attendus. Par région, minimum 25% du projet, 300 000 euros attendus. Par État, CNDS, 20%, soit 240 000 euros attendus. Le département interviendrait à hauteur de 35%, soit 420 000 euros. Dans l'immédiat, il convient de prendre une délibération de principe sur le projet et d'approuver le plan de financement prévisionnel qui permettra de solliciter les subventions attendues des autres partenaires. Il est précisé que l'engagement du département dans cette opération se fait sous réserve de la participation attendue au financement du projet par les autres partenaires. Merci. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce dossier que je connais un peu? La piste est dans un état, je dirais, déplorable. Elle ne permet plus d'avoir les homologations Fédération française d'athlétisme, notamment pour la grande compétition qui s'appelle le 4H. Elle ne sert pas que pour le club local, elle sert, je dirais, d'une façon départementale. Elle sert aussi pour la cité scolaire. Cité scolaire, c'est lycée et collège. Elle sert pour les MDR. Donc voilà. Il vous est proposé donc de voter ce rapport. Qui s'abstient, qui vote contre, il est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Donc ça sera la contribution du département dans le dispositif Action Cœur de Ville sur ce projet qui a été fléché ainsi par le maire Tarare. Didier Fournel, il est revenu. Saint-Romain-Angier. Merci Monsieur le Président. Cette délibération porte sur une convention à signer avec SNCF Réseau pour un montant de 20 000 euros afin de faire des études sur le passage à niveau PN 337 à Saint-Romain-Angier. Ces études vont porter essentiellement sur l'amélioration de la voirie de part et d'autre du passage à niveau et la mise en place d'itinéraires alternatifs pour les véhicules de plus de 12 tonnes. À noter que nous avons sur le département 26 passages à niveau, dont sur les départementales, dont 3 sont préoccupants, donc le PN 337 à Saint-Romain-Angier, le PN 17 à Condrieu et le PN 27 à Sévrier d'Azergues. Et nous avons 2 passages à niveau sensibles, le PN 99 à Brignais et le PN 59 au Baudouin. Donc tous ces passages à niveau font l'objet d'une convention avec la SNCF pour des études. Merci, j'ai laissé la parole à Christiane Jury qui connaît bien le problème de Saint-Romain-Angier où on était lundi, je crois, à la Comcom de Condrieu à Glo pour présenter aux élus, parce qu'on est en partenariat avec la Comcom sur ce dossier. C'est un dossier difficile, long, je crois que ça fait 30 ans. On est dessus, oui. Voilà, je vous laisse la parole, madame. Merci, Président. Oui, effectivement, ce passage à niveau, on en parle depuis au moins 2002 déjà que je connaisse. Et c'est un passage à niveau qui est extrêmement dangereux et il y a beaucoup de trains puisqu'on est sur la ligne Lyon-Saint-Étienne.
Il y a énormément de trains. Il y a un risque d'inondation, puisqu'en 2003, la voie était partie, les voies ferrées étaient parties à cause du Gier qui remonte. Et puis, on a maintenant un axe où il y a beaucoup de passages. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient de Saint-Étienne monte par les collines, ne prend plus la 47 parce qu'il y a un énorme bouchon à Givors. Et donc, tout le monde passe sur ce passage à niveau très allègrement, avec des enfants qui traversent à pied le passage à niveau. Et franchement, il y a un risque important. Je vous invite tous à passer un jour. Merci. Alors donc on est partenaires sur les premières études avec les autres. Donc je mets ce rapport aux voix, pas d'objection, pas de vote contre, est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à Didier Fournel pour le rapport suivant 4.6 sur les amendes de police. Vous avez dû trouver un petit rectificatif parce qu'on avait fait une petite erreur de machine sur le canton du Bois-de-Douin. Et plus particulièrement pour une commune, la commune de Bagnols. Alors, oublier les amendes de police pour une commune qui s'appelle Bagnols, c'était pas terrible. Donc, on a fait un rectificatif. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme vous l'avez annoncé, cette délibération porte sur les amendes de police. Donc, à noter, le département fait uniquement boîte aux lettres, puisqu'on répartit une somme qui est issue des produits des amendes de police pour l'année 2017. Donc, il est à noter que cette année, nous avons une baisse de 7,54% de cette aide, donc ce qui est quand même assez important, et que la répartition est faite au pourcentage de la population par canton, et aussi, donc la deuxième répartition est faite par les conseillers généraux après une étude qui a été faite par nos services pour définir les priorités de chaque projet. Enfin, une courte enveloppe est à votre main, Monsieur le Président, qui permet de financer des projets qui n'ont pas pu être retenus et qui présentent un intérêt majeur pour la sécurité. Donc, je vous prie de prendre note de tous les montants qui ont été attribués par commune, et en particulier la commune de Bagnols, pour un montant de 2150 €. Merci. Précaution oratoire, ça ne concerne que les communes de moins de 10 000 habitants, qui fait que plusieurs collègues qui sont ici en sont exclus. Monsieur le maire de Genasse, mais étant donné aussi rappelez que vous l'avez souligné, que l'État cette année a baissé la dotation au niveau national. Je pense que si elle l'a baissé, c'est qu'elle a gardé l'argent pour elle. En tout cas, rectificatif faisant, nous allons voter ce rapport. Pas d'intervention, pas d'objection, il est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Et c'est Antoine Dupéret qui va nous parler des PENAP. Voilà, donc merci Monsieur le Président. Politique PENAP, dont un rapport tout simple qui propose l'intégration des communes de Colombier-Saulmieux et de Mornan au programme d'action qui s'applique sur tous les territoires PENAP rhodaniens. Ces deux communes qui ont délibéré après l'adoption de notre délibération. Voilà, donc ce rapport est sans incidence financière et a eu un avis favorable de la Commission. Merci. Je rappelais tout à l'heure en commission permanente que dans le dispositif PENAP au niveau national, le département du Rhône, à lui tout seul, à 40% du dispositif PENAP national. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche bien dans le département, qui a été fait par nos prédécesseurs et qui marche alors selon les communes avec plus ou moins de bonheur, mais c'est un beau dispositif pour lequel on est partenaire avec la Chambre d'agriculture pour des projets structurants. Si pas d'intervention, je mets le rapport aux voix, il est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et c'est toujours M. Dupéret qui va nous parler, cette fois, de la politique forestière sur le rapport 4.8. Voilà, politique forestière. Alors, ce rapport propose la signature d'une charte d'engagement qui reconnaît le bois local comme une richesse locale faisant vivre un tissu d'entreprise et comme un matériau concurrentiel et qualitatif pour construire et se chauffer. Par ailleurs, il est proposé de valider les dossiers de subventions éligibles au programme foncier forestier du département pour l'année 2017-2018, soit 43 projets qui ont reçu un avis favorable de la commission départementale d'aménagement foncière qui s'est réunie le 17 septembre 2018 et non le 11 comme c'est mentionné dans le rapport original. L'incidence financière de ce rapport, c'est 14 393,76 € et a reçu un avis favorable de la Commission. Merci. Pas d'intervention. Je mets le rapport au vote. Il est adopté à l'unanimité. Et c'est Mme Darfin qui parle du plan Beaujolais sur le rapport 4.9.
Alors, un rapport qui trouve tout à fait pleinement sa place ce matin à Fleury, c'est dans le cadre du plan Beaujolais. Nous accordons des subventions pour 33 960 € à 18 exploitations, dont 3 situées sur la commune de Fleury. Voilà. Et juste pour rappel, en 2017, on a eu 56 dossiers de présentés au plan Beaujolais pour le département du Rhône. Et en 2018, nous en sommes aujourd'hui à 57. Je rappellerai que pour le plan Beaujolais, la contribution du département est d'1 million d'euros au total. On va distiller. Pour un plan de 2017 à 2021. Ce qui fait que, globalement, ramené au budget des collectivités, nous sommes le plus gros contributeur. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport aux voix. Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. C'est Michel Tien qui parle d'acquisition, cession. Président, l'article L 32-13-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le bilan des acquisitions et des cessions opérées par un département, une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention donne lieu chaque année à une délibération du conseil départemental. Nous avons en acquisition pour les aménagements routiers et grandes infrastructures. Le département a procédé à 15 acquisitions immobilières représentant 28 parcelles pour un montant de 43 088 €. Ces acquisitions donc ont porté sur une surface globale de 14 314 m² et que nous avons donc dû supporter les frais de mutation pour 15 638 €. Des indemnités d'éviction aussi qui ne sont pas très élevées pour 1 235,84 €. Acquisition, patrimoine départemental, forêt départementale. Donc le département a acquis 7 parcelles boisées d'une superficie de 63 395 m², situées sur les communes de Lamure-sur-Azergue, Chamelais, Boronard et Chiroux pour 30 000 €. Les frais de mutation se sont élevés à 2 102 €. Enfin, les espaces naturels sensibles n'ont donné lieu à aucune acquisition. Enfin, cession des biens immobiliers départementaux, aliénation de terrains devenus inutiles à l'aménagement ou à l'exploitation de la voirie départementale. C'est un total de 11 cessions représentant 22 parcelles qui ont été réalisées en 2017 pour une surface de 33 852 m², le tout générant une recette de 3 571 934 €. Aliénation de bâtiments. L'ensemble de ces cessions a représenté 12 parcelles pour une surface totale de 94 464 m², générant un montant total de 1 734 000 €. Par ailleurs, dans cette aliénation de bâtiments, nous avions un château qui ne nous servait pas à grand-chose et on ne savait pas pourquoi il avait été acheté. Nous avons enfin réussi à le vendre. Voilà, Monsieur le Président. Donc, le bilan financier, dépenses voirie 59 962,58 €, forêt donc 3 602,36 €, qui nous donne un total de 92 564,94 €. En recettes, terrain nu, 3 571,934 € et 31 centimes. En bâtiment, 1 734 000 € pour un total de 5 305 934,31 €. Merci, Monsieur le Ministre. Sur le premier mois, je crois que le département est propriétaire de 3 000 et quelques hectares, qu'on est en train de faire des transferts parce qu'on a eu le plaisir de découvrir qu'on avait des forêts qui n'étaient pas accessibles. Donc on les laisse à ceux qui peuvent les exploiter. Et souvent, c'est les communes qui les rachètent. Je crois que du côté de Polyonnais, on a cette petite incongruité qui fait le bonheur de la mairie de Polyonnais, et on rachète, autant faire se peut, des forêts qui sont accessibles où on peut aller couper le bois. On est à peu près à l'équilibre, je dirais, financier sur les forêts. Vous savez qu'on a pris un nouveau dispositif qui tente à laisser les forêts à la main de la Fédération de chasse pour la partie chasse, et du coup maintenant on n'a plus de difficultés avec certains agriculteurs qui subissent les outrages de certains sangliers. Monsieur Dupéret, vous voulez rajouter quelque chose? Non? Tout va bien dans la forêt? Non, vous avez tout dit, Monsieur le Président. Donc on essaye, tant que peut se faire, de regrouper nos forêts sur les massifs existants pour avoir de gros massifs, et on se sépare des parcelles éparses. C'est un gros travail, hein, ça représente des petites sommes et des petites surfaces, mais c'est un gros travail des services.
Voilà. Et puis pour les sangliers, c'est pas qu'il n'y a plus de problème, mais c'est nous qu'on n'a plus de problème. Voilà. Mais on fait au moins le bonheur des chasseurs. En transférant la chasse, on a transféré les problèmes. Oui, mais voilà. Une dernière question. Comment va l'arbre du département? Alors l'arbre du président, aux dernières nouvelles, pousse. Merci. Bon, Guillaume m'a dit qu'il passait de temps en temps l'arroser, j'en suis moins convaincu, mais il pousse. Merci. Je vous propose de passer le rapport au vote. Si pas d'objection, il est adopté à l'unanimité. Et nous en avons presque fini. On va finir le dernier rapport avec Daniel Valero qui va nous parler d'un sujet passionnant, les gens du voyage. Oui, merci Monsieur le Président. En acceptant la délégation du logement, il y a 3 ans, j'avais oublié qu'il y avait aussi des gens du voyage dedans. Donc c'est un sujet qui passionne certainement l'ensemble des maires de notre beau département du Rhône. Donc en quelques mots, c'est le schéma des gens du voyage avec une attribution de subvention pour l'ARTAG, l'association qui gère du mieux qu'elle peut l'arrivée des gens du voyage. Pour rappel, nous avons financé en 2014, 2015 et 2017, en lien avec l'État, une mission de médiation pour accompagner et mieux coordonner l'accueil des grands passages des gens du voyage pendant la période estivale. Alors la mission qui avait été confiée à l'ARTAG, c'est important que vous le sachiez tous, a permis, en théorie, de mieux utiliser les 4 aires existantes sur le territoire du Rhône, une à Saint-Laurent-de-Mur, avec 100 caravanes en capacité d'accueil, Anse, 120 caravanes, Montagny, 80 caravanes et Lantilly, 80 caravanes. D'éviter, en principe, les stationnements illicites, je dis bien en principe, et de participer au règlement des conflits. Donc, dans ce schéma, je vous propose, Monsieur le Président et mes chers collègues, de mettre en place une attribution de subvention de 13 000 € pour poursuivre cette mission au titre de l'année 2018, cette médiation. Juste entre parenthèses, il y a l'État, il y a nous, et la métropole n'en fait plus partie. Voilà, ils se sont désengagés. Et puis le deuxième temps, c'est le 3e schéma départemental métropolitain des gens du voyage est arrivé à échéance en 2017. La rédaction du prochain schéma devrait être confiée à un prestataire externe pour un montant estimé de 5 000 €, un montant total. Donc il vous est proposé aussi de prendre en charge ces 5 000 €, donc au total 13 plus 5, 18 000 €. En sachant que d'ici cette fin d'année, j'en profite, on va pouvoir se rencontrer à nouveau. L'idée, mais je me tourne vers mes collègues, notamment Daniel Pommeret qui a une aire du voyage à Anse. L'idée, c'est que les aires de grand passage ne sont financées que par les communautés de communes qui les accueillent, mais quand elles sont vandalisées, comme c'est quasiment toujours le cas, ce ne sont que les communautés de communes qui payent les réparations. Et l'idée, c'est de mutualiser ces frais, puisque ça fait un peu cher à chaque communauté de communes à chaque fois que de leur propre trésorerie, elles sont obligées de participer à ce paiement. La métropole ne veut pas entendre parler, bien sûr, mais c'est un travail de cette fin d'année qui est en cours. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Vice-président. Je vais te laisser la parole au maire de Belleville qui a subi quelques difficultés cet été sur ce sujet, peut-être Daniel Pommeret, mais je dois dire aussi que le législateur aussi vient de compliquer notamment ce qui était la scolarisation des enfants, ce qui n'est pas simple à gérer. Voilà, on fera un point, puis je dirai un petit mot après sur ce sujet. Oui, si on prend les choses de façon un peu plus réjouissante, j'entends qu'on donne 13 000 € à l'ARTAG pour gérer l'arrivée des grands passages sur les aires de grands passages. Je proposerais que cette année, on puisse la donner à la commune de Belleville. On a eu 16 000 € de dégâts par un arrivée de grand passage, alors que l'aire de Anse était libre. J'y suis allé moi-même la voir, donc ça me paraîtrait une... Vous parlez avec votre collègue? Ah non, mais c'est pas... C'est à l'ARTAG que j'aimerais parler à ce moment-là davantage. C'est toujours M. Pousset qui tient cette boutique. Vous le connaissez bien, il doit être de Belleville, si je ne me trompe pas. C'est vrai. C'était un garçon intéressant, mais voilà, il faut peut-être lui dire aussi qu'il fasse son boulot, je dirais, de façon globale sur le territoire. Monsieur le Président Bernard, juste, on ne va pas faire une surenchère, mais on a fermé l'aire de Saint-Laurent pendant 9 mois, parce que justement on en avait marre qu'elle soit vandalisée et autres. On venait de la réparer dans l'aire de grand passage. Le premier camp qui est arrivé, il nous l'a vandalisé à nouveau. Donc c'est impossible à gérer, quoi. Oui. N'empêche que nous, c'est les terrains de sport municipaux qui venaient d'être refaits. Je ne parle pas des barrières, je ne passe pas du vol d'eau, du vol d'électricité, du saccage de la piscine, puisqu'on a découpé le grillage de la piscine pour aller se baigner la nuit. On a eu le temps, d'ailleurs, on a pu récupérer, des gens ont été d'ailleurs interpellés, donc ce n'est pas des on-dit. Bon, il faut qu'on ait
peut-être aussi avec l'État, quand même, et tous les moyens, une action un petit peu plus sérieuse. On dépense chaque année, que ce soit les collectivités, que ce soit le département, des sommes quand même qui deviennent considérables. Si encore il n'y avait pas de place pour les accueillir, mais voir des terrains municipaux saccagés et envahis alors que l'aire de grand passage est disponible, ça c'est difficilement supportable. Voilà. Daniel. Oui, bien sûr. Il y a deux Daniel sur le dossier. Tout à fait. Voilà, l'autre. C'est une vieille histoire, les gens du voilage, et j'ai peur qu'elle ne s'arrête pas non plus rapidement. Simplement pour dire, tous ceux qui passent régulièrement sur l'autoroute savent que l'aire de grand passage de la communauté de communes Beaujolais-Pierre-Doré, qui est située à Anse, est largement remplie souvent. Actuellement, nous avons 140 caravanes, donc le problème, c'est qu'elle est remplie par les gens qui sont en règle, c'est-à-dire ceux qui s'inscrivent et qui viennent s'installer. Donc il suffit qu'un groupe soit attendu 8 jours après pour qu'on interdise un précédent groupe de s'installer. Donc elle est pratiquement occupée tout le temps, bien entendu, et saccagée comme toutes les autres. On ne fait pas, on n'échappe pas à la règle. Il y a quand même, il faut se souvenir que cette initiative, et je souhaite que le département du Rhône et Daniel Valero aboutissent, puisqu'il y a une quinzaine d'années, nous avons essayé de mettre en place, suite au premier schéma départemental, ce fameux syndicat qui aurait dû, entre le Grand Lyon à l'époque, c'était pas la métropole, le Grand Lyon, le département qui avait compétence sur l'intégralité du département, métropole plus Rhône d'aujourd'hui, et les communes, on devait se partager par tiers le coût de l'entretien et le financement de toutes ces aires de grand passage. Le Grand Lyon de l'époque est visiblement devenu métropole, il ne change pas de position, considérant que sur son territoire, ils n'ont aucune aire de grand passage, qu'elles sont toutes sur le territoire du département du Rhône, que ce n'est pas son problème. Je voudrais quand même dire que si nous sommes aussi attractifs pour avoir des centaines, vous avez pu lister, des centaines de places de grand passage qui ne suffisent pas, puisqu'on a beaucoup de... C'est aussi parce qu'on est proche de la métropole. Donc il faut qu'on arrive à trouver une solution, mais en tout état de cause, c'est ingérable, sincèrement, et la technique... utilisée, qui pourrait se généraliser, qui deviendrait dramatique, c'est qu'après chaque dégradation, on mette de nombreux mois à réparer. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus d'air de disponible. Ce n'est pas le cas de notre communauté de communes qui répare systématiquement. Ça coûte très cher et vite pour accueillir les suivants. Alors il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des groupes mieux organisés, mieux tenus, il y a des pasteurs beaucoup plus respectueux que d'autres, et ils sont parfois débordés aussi, parce que parfois, à l'occasion de l'implantation d'un groupe de grand passage, on s'aperçoit que des dégâts collatéraux, et pas forcément par eux. Voilà. Bien, on a plusieurs problèmes, outre le fait que les lieux sont souvent cassés. Le premier problème, c'est qu'on a des gens du voyage qui ne voyagent plus pour certains, et que l'on retrouve chez nous dans les prestations sociales. Ça, c'est la première des choses, mais des gens du voyage qui ne voyagent plus, ce qui fait que du coup, ceux qui voyagent, ils n'ont plus de place, donc c'est un premier problème. Et le deuxième, dont je me suis entretenu lundi avec le préfet, on a la difficulté, je dirais, avec la métropole, qui joue un jeu, je dirais, assez curieux. Il n'y a quasiment pas d'aire de passage chez eux, à part Saint-Gilles-Isolière qui squatte ou des choses comme ça. Donc moi, je demande, monsieur le préfet, avec l'Artag et autres, et le président de la métropole, qu'on ait une vision, ce qu'est, je dirais, le département du Rhône avec la métropole sur ce sujet. Voilà, je vois bien qu'on soit attractif, mais ce n'est pas forcément l'attractivité qui est la plus intéressante à gérer pour nous. Et je me mets aussi à la place des présidents de comités de communes. Bien évidemment, les maires qui subissent, je dirais, les dégâts à chaque fois. Quand on refait une surface sportive comme ça a été fait à Belleville et qu'il y a 16 000 € de dégâts tout de suite derrière, c'est pas forcément, je veux dire, sympa. Voilà. Donc moi, je demande à ce que le préfet réunisse les présidents des deux structures avec les organismes qui gèrent, qui font du bon boulot, voilà, et qu'on ait une vision un peu départementale et qu'on essaye de trouver des solutions. C'est pas facile, c'est compliqué. Il y a des communautés avec lesquelles ça se passe mieux que d'autres, et d'autres qui sont, je dirais, quasiment des voyous. Oui, juste sans trop en rajouter, les réunions auxquelles je participe pour
représenter le département. La métropole est présente, mais c'est des réunions où le sous-préfet manque un peu d'autorité, je pense, et effectivement le préfet Bouillon pourrait peut-être passer par-dessus. La deuxième chose que je voulais vous dire aussi, c'est nouveau. Maintenant, les aires d'accueil de 100 ou de 120 personnes ne sont plus suffisantes. Et donc on parle d'aires d'accueil de 200 personnes. Pardon, 200 caravanes, oui, excuse-moi, oui, pardon, 200 caravanes, pas 100, 120 caravanes, c'est plus assez. 200 caravanes. Et si vous avez vu le journal, en tous les cas, en ce qui nous concerne vers notre secteur, le département de l'Isère est en train d'en fabriquer une de 200 caravanes à la Verpillière, à côté de chez nous, donc très proche du département du Rhône, comme d'habitude. Ils sont à la recherche aujourd'hui, dans le département du Rhône, de communes ou de comités de communes candidates pour faire des aires d'accueil de 200 caravanes. Mais bizarrement, la métropole ne lève pas le petit doigt non plus, là. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter. Je t'en prie. Et, juste pour rajouter, et je ne vais pas débattre là-dessus maintenant, mais on l'a évoqué ensemble, Président, il faudra en parallèle gérer le dossier de la scolarisation de ces enfants. C'est ce que j'ai dit parce que quand vous avez 120 caravanes qui arrivent et que vous êtes obligé de scolariser les enfants de 120 caravanes dans une commune de quelques centaines ou milliers d'habitants, c'est impossible. Voilà. Oui. C'est ce que j'ai en amont, le législateur a bougé les lignes sur ce sujet, obligation de scolarisation, ce qui peut se comprendre, mais quand vous avez une centaine de caravanes, ça veut dire qu'il y a 50 à 80 gamins, c'est pas possible, on ne sait pas faire, et l'éducation nationale ne sait pas suivre. Il y a le fameux bus ou les bus départementaux, quand vous le commandez, il y a à peu près 4 mois à 5 mois d'attente. Ce qui est quand même assez curieux quand même comme fonctionnement. Comme on ne se sert plus du bus de la bibliothèque départementale, peut-être qu'on peut le prêter à l'éducation nationale. Au lieu de venir nous enquiquiner certains sur la scolarisation, certains de nos MNA, il ferait mieux de nous aider sur ce sujet. Les choses étant dites, Monsieur Tien. Non, simplement, Monsieur le Président, ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'État n'assume pas ses responsabilités. Je suis désolé, mais bon, on a une catégorie de population, quand il se passe quelque chose, qu'il casse, qu'il brûle, il ne faut surtout pas la stigmatiser. Donc, ce qui fait qu'on a un État laxiste vis-à-vis de ces personnes. Non, mais je le dis haut et fort, et je l'ai déjà dit devant le sous-préfet de Villefranche, ça ne me gêne pas de le dire. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que l'État n'assume pas ses responsabilités. Alors pourquoi ces gens ont des droits que le citoyen lambda n'a pas? Quand vous faites une bêtise, ma foi, vous en payez immédiatement les conséquences. Eux peuvent en faire, et s'ils sont interpellés, ils se permettent de détruire, de brûler, et de vouloir que le coupable sorte de prison pour aller à l'enterrement de sa grand-mère. Voilà, donc, et si on ne l'accorde pas, donc moi je pense quand même qu'il faudrait que l'État rétablisse une certaine sévérité, voilà, pour que nos populations soient tranquilles. Merci, Monsieur le Vice-président. Alors, je vous propose... Ah oui, c'est le dernier, mais il était bien, oui. Je vous propose qu'on mette le rapport au vote avec les rajouts oratoires de Monsieur Tien. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui vote contre? Il est adopté à l'unité. Nous en avons fini avec les rapports à l'ordre du jour. Quelques annonces... pardonnez-moi, paroissiale. 14 décembre, prochaine séance publique que nous ferons au département. Nous aurons le 15 février le débat d'orientation budgétaire. Nous aurons, je parle de l'année prochaine, le 29 mars, le budget primitif, le 17 et le 28 juin, les séances supplémentaires. Celles de mai et de juin qu'on voudrait décentraliser. J'invite le canton de Vaugneray et de l'Arbrel de se rapprocher pour savoir celui qui veut mai ou juin et le lieu que vous proposez. Mais il me semblait que Vaugneray était demandeur à ce qu'on aille d'abord au chef-lieu, mais qui vient d'avoir une belle salle d'activité plurielle, toute restaurée, toute belle, qui a été inaugurée cette semaine, pour lequel le département a beaucoup contribué, Monsieur le maire. Donc voilà, vous vous arrangez, mais on sera hors les murs. La séance est levée. J'invite tout le monde dans une annexe qui doit être à côté, j'imagine, Monsieur le... Dessous. Voilà, alors c'est un grand voyage qu'on vous propose, c'est dessous. Tout le monde est invité à un moment de convivialité, le partage d'un moment. Ah, j'oubliais. C'est vrai que je n'ai pas ça. Vous savez qu'on est dans une année particulière pour le centenaire de la Grande Guerre. Nous aurons 2 manifestations départementales
qui seront faits. On avait fait un choix légitime d'être partenaire sur la plus petite commune du département. Donc c'est Saint-Mamère. Je vous invite à aller à Saint-Mamère parce que ça sera le dernier 11 novembre de Saint-Mamère, puisque quelque temps après ils seront fusionnés. Vernay deviendra à son tour à ce moment-là la plus petite commune du département. Et puis le lendemain, donc c'est le 10 à Saint-Mamère à 11h et le lendemain à Villefranche à 11h. C'est plus simple à organiser à Villefranche qu'à Saint-Mamère, mais vous serez tous et vous êtes tous invités, tous les élus. C'est une commémoration importante dans le devoir de mémoire. Je comprends bien que les maires seront aussi pris le 11 dans leur commune, mais si on ne fait pas celui-ci, je ne suis pas sûr qu'on fasse le deuxième centenaire. Donc je vous invite à être tous présents. Merci et on descend à l'étage en dessous. Voilà.